on peut faire fructifier l'attente. Donc si nous nous déplaçons, plutôt que de caler la consultation miraculeuse qui aboutit 6 mois après et qui nous met dans la position du mulet, parce qu'on n'est pas, on n'est pas mieux équipé que les autres, c'est beaucoup plus intéressant de nous déplacer et de rencontrer un groupe de personnes qui sont dans l'attente et d'essayer de comprendre avec eux c'est quoi qu'ils attendent. Et donc aujourd'hui, économiquement, on fait des groupes de multifamiliaux, de familles qui attendent. Et l'attente se transforme en espace thérapeutique. Et donc, économiquement, je pense qu'il n'y a aucun problème à avoir une évaluation quantitative là-dessus. Il y a moyen de gagner des fortunes, pas seulement au niveau monétaire, mais aussi en ressources humaines. Et aussi peut-être d'épargner aux pédopsychiatres des sentiments d'impuissance totale lorsqu'après 6 mois, les gens attendent quelque chose de sa part qu'il n'a pas. J'abonderai dans ce sens-là, puis je ferai le lien avec la présentation de Dr Rousseau ce matin. Je pense que le fait d'avoir... bon, moi, je ne suis pas pédopsychiatre, je suis psychiatre adulte, mais je travaille avec des jeunes adultes, puis des fois fin de l'adolescence, là. De travailler en équipe, en fait, que ce ne soit pas leur jeune ou leur client ou patient, appelons-le, peu importe, là. Hein, je pense que leur jeune ou notre jeune ou le jeune, que si on travaille tout le monde en équipe avec le jeune en question, puis qu'on essaie de... je prends l'exemple, en fait, de notre travail dans Access. Souvent, la clinicienne de rue qui va évaluer les besoins des jeunes avec eux, bien, assez rapidement, on a accès ensemble à discuter. Le 3/4 du temps, je ne vois pas le jeune, mais on a déjà un premier partage d'idées. Ça va être repartagé avec les organismes communautaires, parfois à la même table, parfois elle fait le lien par souci d'efficacité puis de rapidité. Puis on prend une décision ensemble. Puis ça sera peut-être plus tard que l'avis du psychiatre sera pertinent, puis peut-être que ça ne sera pas nécessaire parce qu'il y a aussi un médecin de famille qui est dans le dossier, mais il y a le travailleur social, puis il y a l'infirmière. Puis... Fait que dans le fond, l'idée, je pense, c'est plutôt que il faut tout le temps être présent, puis que ce soit super compliqué, là, ce qu'on fait comme évaluation, puis des fois, il y en a 6-7, puis finalement, ça arrive à plus ou moins la même chose, à plus ou moins rien, finalement. C'est que plutôt qu'on soit en travaillant en équipe, puis je pense que par rapport à ça, la diapositive, elle expliquait que la colocation, en fait, des pédopsychiatres avec les équipes est importante parce qu'il y a un lien de confiance qui se crée, il y a une rapidité de « Ah oui, si toi tu me dis ça, c'est que je comprends qu'est-ce que ça veut dire, puis probablement que la solution est plutôt là. » Il y a une connaissance de l'un et l'autre, puis une facilité d'accès qui fait que, finalement, moi, je peux dire, là, depuis 2003, qu'on va au CLSC, les psychiatres, pour répondre à tous les besoins, mais là, j'exagère un peu, mais juste pour vous dire un peu là, des jeunes de la rue, puis ça pourrait faire peur. Je sais qu'il y a plein de collègues psychiatres qui ne veulent pas s'embarquer là-dedans parce qu'ils ont peur d'être submergés de travail. Bien, finalement, à une visite par mois, pour ce qui est vraiment des évaluations psychiatriques, on y suffit, là. On voit 2-3 patients à chaque fois qu'on y va, 4 des fois, puis on réussit. Fait que mais c'est beaucoup le travail avec l'équipe. Le sans ça, on n'y arriverait pas du tout, là. Fait que je pense que le travail d'équipe est super important, puis d'être présent à différents moments, mais pas il ne faut pas que le système attende que les psychiatres vont tout régler, ni de donner l'impression à la population que les psychiatres vont tout régler. C'est des problèmes qui sont beaucoup plus complexes que ça, là. Par le fond, je suis Cécile Arnaud, directrice de Dans la rue, donc un des organismes qui travaille avec le docteur Baki. Donc je voudrais juste témoigner de l'importance d'avoir des personnes qui prennent le leadership, la direction pour mettre en place des systèmes et permettre ce travail de proximité et interpeller en même temps des gens dans la salle qui sont dans les organisations, les institutions, pour aider à mettre en place. Parce que ce qu'on fait au travers, on est aussi dans la rue, on est aussi partie prenante du projet Access Esprit Ouvert. Ce qu'on fait avec l'équipe Sol, ce qu'on fait avec Access, c'est très important et ça doit être continué parce que c'est 85% des jeunes en situation d'itinérance qui éprouvent des problèmes de santé mentale. Donc continuons à faire du travail de collaboration et pas seulement et des partenariats peut-être un peu formels parce qu'on ne peut pas reposer sur seulement une personne de très bonne volonté comme Dr Baki qui a fait un travail extraordinaire et qu'il faut continuer à faire. Merci beaucoup de ce commentaire-là. Puis je prends la balle au bon parce que
En ce moment, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui reposent sur des individus ou des petites équipes qui ont voulu mettre des choses en place. Puis c'est bien, je pense que c'est comme ça des fois que les premières initiatives ou le leadership naît, mais il faut par la suite que ce soit soutenu puis ce soit développé en se basant sur l'expérience des autres puis en améliorant toujours encore plus. Puis en fait, ce que nous, on craint pour notre projet qui est le ripage au sein d'Access, c'est il y a comme 2 positions super importantes cliniquement qui sont la coordonnatrice et la clinicienne qui permettent en fait de remplir les gaps où il y a des gaps dans le réseau. Il y a des choses qui fonctionnent super bien dans le réseau, puis ça, il ne faut pas tout recommencer puis tout refaire, mais il y a des gaps dans notre réseau là, pour permettre que ce réseau-là vive et fonctionne, pour organiser, ça prend des organisateurs pour organiser ces liens-là quand même. Puis ce qu'on craint, c'est qu'il n'y ait pas de pérennité suite à la fin de ce projet de recherche transformationnelle, parce qu'il va falloir convaincre les décideurs, en fait, d'investir dans ce modèle-là. Mais ça, c'est le modèle qui prévaut pour nous. Je pense que le modèle de collaboration va prévaloir partout. Peut-être que ça va prendre une forme différente. Nous, nos jeunes sont dans différents lieux, puis plutôt que de réinventer un nouveau lieu, on pense que c'est bien d'aller où sont les jeunes. Mais ça va prendre quand même cet intervenant-là qui fait ce pont-là, qui crée la chimie entre les organismes aussi. C'est une position qui est essentielle, dont on ne pourra pas se passer. Même chose pour la coordination de ce réseau-là. Fait que c'est important que ces initiatives-là restent pas locales, mais soient montées plus haut au niveau des administrations, ça change constamment, mais maintenant, c'est les CIUS puis du ministère pour qu'il puisse y avoir une pérennité puis que ça puisse être étudié un peu plus à la loupe. C'est ce que fait notre projet de recherche, mais éventuellement, s'il y a d'autres initiatives qui ne font pas partie du projet de recherche, il faut les étudier, ces initiatives-là, parce qu'elles naissent souvent d'une expérience que vivent les gens sur le terrain. Merci. Il nous reste environ 2-3 minutes. On avait une intervention à l'avant. Ma question vient du principe des cloisonnements. Si je regarde, j'ai de la misère avec, si je regarde au niveau, en fait, premièrement, Émilie Roy, Mouvement Jeunes Santé Mentale et de l'EGEP, qui fait partie de l'étude de la crevage. En fait, c'est surtout au niveau, j'adore le principe justement multi, mais souvent ce qu'on remarque au niveau des jeunes, c'est le cloisonnement au niveau de la DPJ, qui est assez intense. Face à ça, est-ce que, parce que bon, je sais qu'au niveau à l'extérieur, disons, c'est le soutien d'aide à l'enfance, je crois qu'ils l'appellent maintenant, mais ça, ce cloisonnement-là, comment est-ce que vous agissez avec, parce que je veux dire, autant qu'il y a des jeunes qui viennent d'avoir 18 ans, qui sont rendus en situation d'itinérance, on s'entend que c'est une bonne grande partie, qui malheureusement viennent des services, mais comment est-ce que vous faites justement avec ce cloisonnement-là? Est-ce que c'est genre, vous êtes obligés d'attendre? Parce que c'est vraiment très, très intense comme... Vous voulez dire attendre qu'il y ait 18 ans? Oui, parce que, ouais. je veux dire, ils veulent tellement pas... Il y a vraiment une barrière très, très intense à ce niveau-là avec Access Esprit ouvert. Puis même, au niveau à l'étranger, je serais curieuse d'entendre comment est-ce que vous gérez cet aspect de cloisonnement extrême qu'ils disent de protection. Je peux peut-être répondre pour le côté québécois. Bien, notre projet, ce qu'on a vu avec le temps, parce qu'on travaille en collaboration avec les centres jeunesse dans Access, puis déjà dans Ripage, on travaillait avec eux, mais il y a beaucoup, beaucoup de barrières administratives, effectivement. Mais entre autres, je pense à Martine Jacob, là, qui, depuis longtemps, rêvait, puis on rêve toujours, comme je parlais très, très rapidement à la fin de ce projet-là qu'on souhaite faire, c'est que, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais d'abord, les centres jeunesse vous disaient, bien, on voit que le communautaire réussit à attraper nos jeunes fugueurs. Donc, ils ont une façon d'intervenir puis duquel on doit apprendre. Ça, je pense que c'est déjà une chose, mais il faut qu'au niveau institutionnel, là, au niveau gouvernemental, au niveau du développement des centres jeunesse, qu'il y ait déjà il y a déjà des programmes, là, comme je pense que ça s'appelle PJQ, là, PQJ, pardon. C'est ça, environ 20% des jeunes qui ont accès. Puis souvent, il faut que les jeunes soient volontaires. Puis bon, pour plein de raisons, là, les jeunes que nous, on voit, ils sont pas volontaires, mais on n'a pas le temps d'élaborer là-dessus, mais ils sont souvent pas volontaires parce qu'ils comprennent pas exactement qu'est-ce que ça implique par la suite, etc. Puis je pense qu'il y a une façon de travailler ce volontariat-là. Donc, je pense qu'il faut que ça devienne des pratiques qui sont plus... En fait, on le sait que la barrière des 18 ans, là, ça fait qu'il y a plein de jeunes qui se retrouvent à la rue. Il y a déjà des projets pilotes là, qui ont été développés à ce niveau-là pour des jeunes avec des problèmes de santé mentale, donc de 16 à 21 ans. Je crois un peu sur les mêmes principes là, que l'acronyme, il m'échappe toujours, là, le PQJ, pardon. Mais je pense que il faut élaborer ça de façon plus
systématique. Puis là, souvent, le problème, c'est que c'est différents ministères qui sont impliqués, mais il faut vraiment travailler activement là-dessus. Moi, je pense qu'il y a une urgence. C'est honteux en tant que système. On reproduit les mêmes problématiques d'abandon que ces jeunes-là ont déjà vécues. No wonder que quand on les approche, ils n'ont pas trop envie de s'impliquer. Ils l'ont déjà vécu plein de fois, cette histoire-là. Je laisserai peut-être si M. le maire veut réagir sur les contraintes. Moi, j'ai la chance d'être invité là où les choses sont déjà décloisonnées. Donc, quand je suis appelé quelque part, c'est que déjà le cloisonnement est remis en question. Et donc, je voyage tout le temps. Et quand je suis arrivé en Algérie pour parler de la clinique de concertation, il y a des gens qui sont venus me trouver en disant « C'est intéressant, monsieur le maire, ce que vous proposez. Nous, on fait ça depuis 3000 ans. Ça s'appelle une tejma. » Merci beaucoup, Dr Baki, Dr Lemaire. On n'a pas réussi à reprendre le temps, mais voilà, on a quand même réussi. On n'est pas très loin. Merci pour vos présentations. Merci de votre attention.